qu'on puisse discuter le plus vite possible, mais je voulais quand même planter un peu quelques éléments historiques à ce sujet. Et d'abord, reprendre avec vous d'où c'est venu ce qu'on appelle aujourd'hui économie sociale et solidaire, qu'on n'a pas toujours appelé ainsi. Et c'est là où on rejoint la question de l'émancipation, parce qu'en fait, la première période en France où naît ce que l'on n'appelle pas encore l'économie sociale et solidaire, mais son équivalent antérieur, c'est entre 1830 et 1848. Donc, entre 1830 et 1848, c'est une période que l'on appellera le printemps des peuples en Europe, c'est-à-dire c'est cette poussée démocratique qui veut aller plus loin dans les démocraties qui ont commencé à s'instaurer et qui questionne finalement l'incompatibilité entre les principes politiques qu'on vient de se donner, liberté, égalité, fraternité par exemple, et le maintien d'une misère qui est absolument incroyable. Et c'est à ce moment-là que Pierre Leroux introduit dans le français philosophique moderne la notion de solidarité. Et c'est intéressant la manière dont il l'introduit, puisqu'il appelle solidarité ce qui succède à la charité en démocratie. C'est-à-dire que pour lui, la charité supposait une asymétrie entre celui qui donne et celui qui reçoit. Et donc, si on prend au sérieux l'idée de démocratie, il ne peut plus y avoir de charité. Il y a un autre rapport social qui se substitue à la charité, qui s'appelle la solidarité, et qui va permettre que, de manière volontaire, il y ait des gens qui puissent se réunir pour essayer de s'attacher à une question commune, de résoudre un problème qui se pose pour eux, et ces personnes vont donc être entre elles liées par un rapport d'égalité. Donc liberté d'adhésion, égalité entre les membres. Vous voyez bien que cette manière de concrétiser la solidarité démocratique nous conduit à l'association. Et donc le premier mouvement que l'on connaît entre 1830 et 1848, c'est un mouvement qu'on peut appeler un mouvement d'associationnisme solidaire, qui va essayer de voir comment est-ce que l'auto-organisation des citoyennes et des citoyens concernés peut arriver à leur permettre de sortir de la misère qu'ils connaissent. Et donc, il va y avoir différents types de structurations qui vont dans ce sens-là, des sociétés de secours mutuels qui vont s'organiser, très souvent à partir des métiers. On part des corporations de métiers, mais on essaie de voir comment celles-ci peuvent conduire à une entraide mutuelle, des tentatives aussi d'organisation de la production, ce qu'on en appellera plus tard les coopératives, que l'on appelle à ce moment-là encore les associations ouvrières, là aussi très fortement ancrées dans les métiers. Et puis, en même temps, ces gens-là qui défilent, nous dit Sewell, l'historien américain, dans les rues de Paris avec deux drapeaux, le drapeau de leur métier justement et puis le drapeau de la République, ils vont au Palais du Luxembourg pour demander des changements législatifs et réglementaires dans le droit du travail. Et donc, on a en fait un mouvement d'associationnisme solidaire qui est indissociablement politique et social et économique, si on raisonne dans nos termes à nous d'aujourd'hui. Mais la distinction entre le social et l'économique n'est pas faite à ce moment-là. On est à la fois dans une volonté de changement social et dans une volonté d'organiser l'économie à partir du travail. Est-ce qu'on peut se soustraire au contrôle du capital? Est-ce qu'on peut faire des formes de travail qui ne soient pas soumises à la dépendance du capital? Donc on a une configuration qui est une configuration qui aussi, je le disais à l'instant, est issue d'une réflexion. C'est très intéressant quand on lit les textes aujourd'hui, on peut les consulter d'ailleurs assez facilement avec Gallica par exemple, quand on regarde ce qui s'est
écrits entre 1830 et 1848, on trouve des tas de textes que l'on peut regarder parce qu'il, pour moi, ils résonnent assez étrangement avec certaines des questions qui nous sont posées aujourd'hui. Hein. Et donc, toute cette mouvance, hein, c'est une mouvance qui aussi a réfléchi à pourquoi la révolution première, celle de 1789, a abouti à la terreur. Et donc, il y a cette volonté aussi de faire que l'on puisse changer sans tomber dans la violence. Et l'association solidaire est vraiment une manière d'affirmer que c'est possible. C'est pour ça d'ailleurs que on part des métiers parce que c'est les lieux d'appartenance des gens, quitte à ce que les modalités d'organisation collective changent. Avant, il y avait une hiérarchie qui organisait les corporations. Cette hiérarchie, on s'en éloigne à travers justement l'idée d'une solidarité démocratique. Donc, c'est ce premier temps que l'on va avoir la préhistoire de l'économie sociale et solidaire, on peut presque dire, c'est cette période entre 1830 et 1848 qui est extrêmement intéressante, je crois, pour nous, parce que on y retrouve des réflexions qui résonnent par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui. Quelques indications à cet égard, de textes qui montrent cela. Par exemple, les textes réunis par Faure et Rancière, qui s'appellent La Parole ouvrière. C'est un ensemble de textes ouvriers entre 1830 et 1848, et on voit très bien dans ces textes courts ce qui est visé dans l'associationnisme solidaire. Autre contribution, celle de Samuel Hayat, 1848, quand la République était révolutionnaire, où il montre bien qu'il n'y avait pas de distinction entre ce qui relevait du politique, ce qui relevait du social et ce qui relevait de l'économique, et que tout ça faisait partie d'un même projet de changement. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on a perdu la mémoire de ça. C'est-à-dire que, en fait, on connaît très peu. Finalement, il y a une histoire qui s'est écrite et qui ne rend pas justice à cet associationnisme parce qu'il le renvoie à une sorte d'utopisme naïf, un peu angélique, comme si ces gens-là n'avaient fait que tenter d'appliquer les doctrines de Fourier et de Proudhon, et que finalement ça avait montré que c'était un petit peu à côté de la plaque et que ça ne pouvait pas réussir. Je crois qu'il y a eu une sorte de torsion de ce qu'a été l'associationnisme dans une interprétation qui s'est imposée. Pourquoi ? Parce qu'on est passé, comme dit l'historien anglais Hobsbawm, jusqu'en 1848, c'est ce qu'il appelle l'ère des révolutions. Donc vous voyez cette dynamique d'aller plus loin dans la démocratie, et on va passer à ce qu'il appelle, dans ce long 19e siècle, la seconde partie du 19e siècle, il l'appelle l'ère du capital et des empires. Donc vous voyez, ça montre bien que va y avoir toute une réaction contre cette tendance à l'auto-organisation. Je prends un des libéraux de l'époque qui nous dit « La véritable association de notre temps, c'est la société de capitaux ». Donc vous voyez que là, on rentre dans une autre façon de formuler les problèmes, qui va attendre la résolution de la question sociale, non pas d'un approfondissement de la démocratie, mais du développement économique, du décollage industriel. Donc on rentre dans cette vision productiviste du progrès, qui n'était pas celle de Condorcet, mais qui va devenir celle du second 19e siècle. Et dans ce cadre-là, on va avoir une façon d'infléchir la pensée de la solidarité. Ceux qu'on appelle les libéraux pessimistes, les Malthus, les Ricardo, les Basquiat, ils vont dire que la solidarité, ce n'est pas la solidarité démocratique dont parlait Leroux, c'est en fait la compassion, la bienveillance du riche vers le pauvre, et que c'est ça qui doit nous permettre d'attendre le moment où finalement le développement économique produira tous ses bienfaits
Hein. Et donc la solidarité n'est plus un principe structurant de la société, c'est un principe temporaire en attendant que, comme on dirait aujourd'hui, ça ruisselle le développement économique sur les plus pauvres. Hein. Et donc là, on a une autre façon de penser la solidarité qui va s'installer, hein, avec ce qu'elle implique, c'est-à-dire dès que vous réduisez la solidarité non plus à la lutte contre les inégalités, mais à la lutte contre la pauvreté, tout de suite la question subsidiaire qui vient juste après, et que posent ces libéraux pessimistes, c'est « oui, mais est-ce que tous les pauvres méritent vraiment d'être aidés ?» Hein. On sait bien que les pauvres, c'est une bande de feignasses. Dès qu'on leur donne quelque chose, ils vont la boire ou ils vont, suivant l'époque, c'était en 1848, mais aujourd'hui on dirait ils vont acheter des écrans plats. Hein, mais c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que il convient hein, de contrôler le nombre de textes en économie qui ont été faits dans les dernières années pour dire s'il n'y avait pas une désincitation au travail à cause des allocations sociales, si finalement on donnait pas trop à ces pauvres, hein, s'il fallait pas les contrôler un peu plus. Hein, on voit bien que cette façon de penser la solidarité, hein, ça a été bien résumé par Thomson, l'historien anglais, qui a dit il fallait éradiquer l'économie morale, celle de l'associationnisme ouvrier, pour arriver à fonder une entreprise de moralisation des pauvres. Vous voyez, dans la solidarité démocratique, c'est les gens qui fixent eux-mêmes leurs valeurs et ils s'organisent en fonction de ces valeurs. Mais ce qui fait qu'ils sont fiers de ces valeurs, c'est que justement, ils les ont définies elles-mêmes. Le projet philanthropique, c'est un projet qui, lui, s'applique sur les pauvres hein, et va contrôler que ceux-ci sont bien en conformité avec des valeurs que l'on a fixées pour eux au niveau de l'ensemble de la société, mais sur lesquelles ils n'ont pas véritablement leur mot à dire. Donc on est dans ce passage qui a imprégné finalement tout le monde associatif, hein, c'est-à-dire on peut encore aujourd'hui voir qu'il y a une partie du monde associatif qui est organisée autour de la solidarité démocratique et une partie qui est organisée autour de la solidarité philanthropique. C'est pas quelque chose qui ne soit pas encore valable aujourd'hui. Hein. Et donc on va rentrer dans cette seconde période dans laquelle on va modifier la façon de penser d'abord l'économie, hein, puisque l'économie de plus en plus va devenir le capitalisme marchand. C'est-à-dire que ce qui devient la norme, c'est que la véritable économie moderne, hein, c'est pas ces histoires d'associations où on perd notre temps, hein, c'est le capitalisme marchand, et que finalement, le capitalisme marchand ne pouvant pas complètement résoudre les problèmes immédiatement, il doit être accompagné pendant un temps par une solidarité philanthropique. Et là, on a une première indication de pourquoi on a cette appellation aussi compliquée et aussi incompréhensible a priori que on appelle économie sociale et solidaire encore aujourd'hui. Comment ça se fait? Pourquoi on n'a pas pu prendre plus simple? On le voit déjà à travers l'histoire, c'est-à-dire que l'économie sociale, c'est l'idéologie du paternalisme et du patronage. Donc l'économie sociale, ce n'est pas l'associationnisme solidaire. Hein. Quand est créé le projet d'économie sociale par Le Play, hein, qui est l'un des premiers sociologues à faire des enquêtes sur les modes de vie ouvriers, hein, c'est pour légitimer ce qu'on va appeler le patronage ou le paternalisme. Donc vous voyez qu'il y a jamais eu en fait de correspondance totale entre le solidaire et le social, et donc ça explique qu'encore aujourd'hui ça soit compliqué finalement d'agencer les deux dans une même entité, hein, parce que ça renvoie pas forcément au même projet de société aussi facilement qu'on pourrait le souhaiter. Et si cette histoire de l'associationnisme peu à peu disparaît, est oubliée, c'est aussi parce que, en fait, les deux grandes idéologies qui vont se développer et se combattre en même temps que dominer l'histoire des idées, c'est d'un côté le libéralisme, j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui pensent que de toute façon, assez rigoler avec les associations, passons aux choses sérieuses,
et développons l'économie. Hein. Et il y a aussi la condamnation que Engels va prononcer sur ce socialisme utopique, une sorte de socialisme immature qui doit être remplacé par un socialisme qui, lui, est devenu scientifique grâce à la pensée de Marx. Et d'ailleurs, c'est très étonnant de voir comment, dans son adresse inaugurale à la Première Internationale, Marx rend un hommage aux associations coopératives en disant que c'est une grande victoire du mouvement ouvrier parce que ça montre qu'il y a un dépassement possible du salariat. Hein. Et 20-30 ans plus tard, quand on va arriver à la Deuxième Internationale, quand on va arriver au congrès de la fin du 19e siècle, dans le congrès ouvrier français, on va condamner les coopératives parce qu'elles sont un détournement du combat principal qui doit être axé autour de la prise du pouvoir d'État. Donc, il va y avoir aussi une inflexion de plus en plus dirigiste, centralisatrice du mouvement ouvrier, qui était beaucoup plus composite dans la Première Internationale et qui va de plus en plus participer de l'oubli ou de l'occultation de cet associationnisme renvoyé finalement à l'immaturité. Et c'est intéressant, je trouve, de voir ce mouvement parce que quand on intègre aussi une lecture sud-nord, on constate que c'est ce qui s'est passé au 19e siècle aussi dans les sociétés du Sud. C'est-à-dire que toutes les formes économiques et culturelles, parce que beaucoup sont complètement imbriquées, toutes ces formes ont été considérées comme archaïques, dépassées, et qu'elles devaient être remplacées par le capitalisme moderne qui, lui, était synonyme de véritable développement. Donc cette façon d'envisager les choses qui a peu à peu fait que l'on ne s'est plus soucié de l'associationnisme de départ, c'est quelque chose qui a été extrêmement profond et à différents niveaux. Ça nous amène en fait au XXe siècle. Le XXe siècle, c'est en fait l'idée selon laquelle eh bien, on va arriver à une société qui peut être la meilleure possible à travers la coexistence entre deux entités complémentaires bien qu'opposées. Le capitalisme marchand, c'est l'économie moderne, et on va heureusement dépasser la philanthropie, en particulier en France avec le mouvement important de ce qu'on appelle l'école française de sociologie, les Durkheim, Mauss, Fournière que je citais tout à l'heure et autres qui vont remettre en cause la pensée libérale en disant que non, une société c'est pas simplement un ensemble d'individus les uns à côté des autres qui passent des contrats entre eux, c'est beaucoup plus que ça, c'est aussi se soucier de la cohésion sociale, c'est aussi se soucier de ce que bourgeois et d'autres solidaristes, comme on les appelle aussi, vont mettre en avant, c'est-à-dire ce qu'ils appellent la dette sociale, comment finalement la manière dont nous vivons dans la société là n'est pas le fruit de nos mérites personnels, comme nous le dit le récit libéral, mais c'est aussi tout ce qu'ont accumulé les générations précédentes. Donc, les sociologues, comme on dit à l'époque, qui s'opposent aux économistes, comme on dit aussi, les solidaristes, qui mettent en avant cette notion de solidarité, vont renouer avec l'idée de solidarité démocratique, mais une solidarité démocratique qui est un peu différente de celle de Leroux, parce que c'est moins une solidarité démocratique qui est fondée sur l'auto-organisation des citoyennes et des citoyens eux-mêmes, et c'est plus une sorte de compensation, de redistribution qui est assurée par l'État à travers un certain nombre de normes qu'il fixe lui-même et qui vont permettre de prélever une partie des ressources générées par l'économie de marché pour le redistribuer selon des modalités qui sont fixées par, et c'est là qu'on invente l'État social, c'est-à-dire un État qui a une capacité aussi de redistribution et donc d'assurer un correctif par rapport à ce qu'est le capitalisme marchand. Et on rentre dans une période
dans lequel, en XXe siècle, on va penser que la société, c'est la juxtaposition du capitalisme marchand et de l'État social. On va le penser d'autant plus que, après 1945, on va essayer de refonder un contrat social, et que ce contrat social, il va être basé sur un certain nombre de textes qui ont réfléchi à comment reprendre une société qui ne verse pas dans les errements des années 30. C'est les textes du Conseil national de la résistance en France, mais c'est aussi des textes au niveau international comme la Déclaration de Philadelphie, qui stipulent le développement économique ne vaut que s'il est au service du développement social. Donc, dans la période qui s'ouvre en 1945, on va remettre en avant le développement social comme étant la véritable finalité de la société, et le développement économique n'étant qu'un moyen de cette finalité. Donc, ça va nous donner tout un ensemble. Je vais très vite, je suis un peu météorique, j'en conviens, mais je veux pas trop vous saouler quand même, donc j'avance, même si c'est au prix d'une simplification un petit peu rapide, j'en conviens. Et donc on va avoir un ensemble de nouvelles institutions, sécurité sociale généralisée, système de retraite par répartition. Vous avez après le développement de politiques sociales qui vont permettre à ce que dans un ensemble de champs, on peut prendre par exemple le champ sanitaire, médico-social et social, eh bien, il va y avoir des associations qui vont demander à ce que soient pris en compte de nouveaux besoins sociaux. Et dans cette période, l'État social va être en mesure finalement d'accepter de financer ces besoins sociaux avec souvent une régulation qu'on peut appeler une régulation tutélaire, c'est-à-dire en établissant aussi des normes professionnelles en contrepartie de ce financement. Tout le secteur social prend de l'ampleur selon cette manière d'être financé. Et tout cela se fait parce que l'on est dans une période dans laquelle il y a une véritable synergie entre le marché et l'État, au sens où les taux moyens de croissance dans les années 60, si on se rappelle, ça paraît bien lointain, mais étaient entre 5 et 6%. Donc finalement, cette articulation entre capitalisme marchand et État social redistributif était facilitée par le niveau des taux de croissance et d'entraînement, justement, que permettait ce compromis auquel on était arrivé. Donc on a eu l'impression que finalement, malgré les obstacles qui perduraient, il y avait quand même dans cette période-là une capacité à avoir trouvé un peu la recette magique qui permettait de concilier développement économique et développement social. Et dans cette période-là, vous voyez bien qu'il subsiste des traces de cet associationnisme originel, il subsiste des traces de cette économie sociale qui a abandonné peu à peu le référentiel paternaliste pour s'imposer plus comme un secteur d'activité différent, non capitaliste, mais il y a aussi un éclatement de cet ensemble, puisqu'il y a d'une part des coopératives qui sont en concurrence avec des entreprises capitalistes sur le marché, il y a des mutuelles qui vont devenir de plus en plus des institutions secondaires d'une protection sociale généralisée, et puis il y a les associations qui sont prises en charge très largement par le développement de l'État social et permettant que les associations aient comme ressources principales celles qui lui sont fournies par les financements publics. Donc on a l'impression que l'on a trouvé une sorte d'équilibre. Cet équilibre étant vraiment organisé autour de l'architecture institutionnelle, d'un côté capitalisme marchand égale économie, de l'autre côté social égale État, et finalement
les institutions de ce que l'on appelle à l'époque encore l'économie sociale, même si c'est plus devenu un ensemble de statuts, associations coopératives mutuelles. Cette économie sociale, elle a un certain poids économique, mais elle a peu de portée politique, parce qu'en fait, on considère que ce qui est réellement les débats économiques et politiques de la période, c'est est-ce qu'il faut plus de marché ou est-ce qu'il faut plus d'État. Et finalement, c'est autour de ça que se concentrent à la fois les discussions et les oppositions. Donc, on a l'impression qu'on est dans un développement qui articule économique et social selon les hypothèses prises dans la déclaration de Philadelphie. Et en fait, ce qui nous permet d'introduire le débat qu'on va avoir ensemble, c'est que va y avoir rupture par rapport à cette façon de penser les choses, que cette rupture va être amenée par une succession de crises, et que cette succession de crises va avoir, parmi d'autres effets, celui de faire revenir dans l'actualité ce qui avait été quand même pas mal abandonné en cours de route, c'est-à-dire l'économie sociale, mais modifié par le fait que justement aujourd'hui on reparle non pas simplement d'économie sociale, mais d'économie sociale et solidaire. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans cette période qui a succédé à la période d'expansion, et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour les rôles que pourrait tenir dans un contrat social du 21e siècle l'économie sociale et solidaire. C'est par ça que je voudrais terminer pour entamer le débat qu'on va avoir ensemble. D'abord, resituer un tout petit peu d'où vient cette nouvelle appellation que l'on va peu à peu voir se diffuser, qui est celle d'économie solidaire, qui est à la fois dans le prolongement de l'économie sociale, mais qui ne s'y réduit pas. De quoi s'agit-il ? Alors, la première chose, je pense, qu'il faut noter, c'est que, contrairement là aussi à un certain nombre d'histoires officielles, l'économie solidaire n'est pas née dans la lutte contre l'exclusion et dans les expériences d'insertion. C'est bien antérieur. C'est-à-dire que l'émergence de l'économie solidaire se fait dans le sillage de ce qu'on avait appelé à l'époque des années 60-70 les nouveaux mouvements sociaux, et par rapport à ce que portent ces nouveaux mouvements sociaux. Deux images pour là aussi aller encore trop vite, tout ce qui se joue dans le mouvement qui commence à prendre de la force à ce moment-là, le mouvement écologique. Dans cette première génération de ce qui deviendra l'économie solidaire, il y a une multiplicité d'expériences qui essayent d'explorer ce qu'on appelle les énergies renouvelables, les énergies alternatives. Donc on est bien sur l'idée que il y a une incompatibilité entre un système économique d'expansion sans fin et puis les limites de la planète, et donc ça amène à raisonner autrement. Autre exemple d'une expérience qui, à l'époque, elle est retracée dans cet ouvrage comme les expériences écologiques, a une certaine force dans la naissance de l'économie solidaire, même si là aussi ça a été beaucoup oublié depuis, c'est les services sociaux. C'est-à-dire que à ce moment-là, il y a un certain nombre de mouvements, par exemple autour des personnes étant en situation de handicap, mais aussi autour des personnes âgées, autour des parents de jeunes enfants. Il y a l'idée que l'État social, finalement, a gardé, comme le disent les féministes de l'époque, un relent paternaliste. Que finalement, l'un des problèmes de l'État social, c'est qu'il fait des services pour les bénéficiaires et pas avec les personnes concernées. Et donc, il va y avoir tout un mouvement de remise en avant de la volonté des personnes de participer à la définition des services qui sont faits pour eux,
hein, et c'est comme ça que naît un mouvement comme un mouvement qu'on appellera le mouvement des crèches parentales, hein, qui s'attaque donc à l'hygiénisme qui est en vigueur dans les crèches. Il faut se rappeler que jusque dans les années 60, les parents portaient leur enfant dans la crèche publique et puis le passaient à travers un sas mais n'avaient pas le droit de rentrer parce que c'était des porteurs de microbes. Et donc, il va y avoir une mise en cause de cette façon d'organiser l'accueil collectif des jeunes enfants avec l'idée qu'on peut peut-être faire autrement, pas être obsédé par l'hygiène seulement, mais pouvoir aussi s'intéresser à l'éveil et à la socialisation du jeune enfant. Et donc, il va y avoir d'abord ce que l'on appelle les crèches sauvages, dans la sillage de 68, à Paris, à Berlin, dans d'autres endroits, puis ensuite des crèches qu'on va appeler parentales, puis ensuite des lieux d'accueil à participation parentale, puisqu'un certain nombre de travailleurs sociaux vont aussi s'impliquer pour créer des lieux d'accueil de ce type-là. Et donc finalement, il va y avoir tout un re-questionnement des régulations publiques à partir de lieux comme ça qui vont avoir une autre approche. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout là, dans ce premier temps de l'économie solidaire, on n'est pas du tout dans l'insertion. L'insertion, ça viendra après, quand effectivement la restructuration connue sous le nom de globalisation va entraîner tout un ensemble de bouleversements, et que là, on va avoir dans beaucoup de pays le mouvement, par exemple, de reprise d'entreprises en coopérative, particulièrement sensible dans certains pays d'Amérique du Sud. Et puis, on va avoir aussi toutes les initiatives qui vont tenter de redonner une place à des gens qui ont été exclus de l'économie normale, entre guillemets. Avec tout le problème de l'insertion, c'est est-ce qu'il s'agit de faire un sas parce que il s'agit de donner un coup de main à des gens qui vont rejoindre l'économie normale, donc l'économie sous-tendue, l'économie marchande, ou est-ce qu'au contraire le problème il est encore plus grave puisque de toute façon ces gens-là n'ont pas de place dans l'économie marchande, et donc est-ce qu'il faut organiser l'insertion sur d'autres bases et sur quelle base, à partir du moment où il s'agit plus simplement de les aider ponctuellement, mais où il s'agit finalement d'accroître une offre de travail par rapport à des activités qui ont un sens sur des territoires. Donc tout ça pour montrer que l'économie solidaire, dans son émergence, par rapport aux structures de l'économie sociale traditionnelle, association coopérative, s'inscrit donc, comme je l'indiquais, dans leur prolongement, mais avec une volonté d'affirmer un certain nombre de questions plus politiques, c'est-à-dire des questions, par exemple, sur la place des usagers, sur la façon dont l'énergie doit être respectueuse d'un certain nombre d'équilibres. Et ce qu'on se rend mal compte aujourd'hui, je crois, c'est l'ampleur qu'ont eu les mouvements sociaux des années 60, qu'ont eu toutes ces expériences. Alors, c'est vrai que les mouvements sociaux se sont aussi fragmentés, mais malgré tout, les questions qu'ils avaient posées n'ont pas disparu. Et on voit dans les années 80 tout un ensemble de contributions qui vont s'inquiéter de sociétés non gouvernables. Et je pense que, par exemple, notre ami le sociologue Crozier signe un texte à l'époque avec Hutchinson et Watanuki sur le caractère dangereux d'une démocratie illimitée. Vous voyez, tous ces gens s'inquiètent de quoi? C'est qu'il y a de plus en plus de mouvements dans la société, les gens veulent approfondir la démocratie, et est-ce que ça va pas rendre les régimes ingouvernables? Et donc je pense que le fait qu'il y ait ce type de réaction montre bien que ce que l'on a appelé le néolibéralisme, c'est-à-dire cette volonté de restructurer la société telle qu'elle a été théorisée par Hayek, par exemple, c'est une volonté qui n'est pas simplement un projet économique,
mais c'est un projet beaucoup plus large, un projet anthropologique de reconstruction d'une autre forme de société qui ne soit pas sous l'égide de la Déclaration de Philadelphie. Et on voit bien que ce à quoi va aboutir ce mouvement avec le consensus de Washington en 1989, c'est effectivement une réorganisation d'ensemble qui va prendre le contre-pied de ce qu'était la Déclaration de Philadelphie, au sens où celle-ci, je le rappelle, montrait que le développement économique ne vaut que s'il est au service du développement social. Les préceptes du consensus de Washington, c'est le contraire d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il faut remettre la concurrence comme le principe moteur des sociétés, parce que elles ont été finalement tétanisées par l'excès d'intervention de l'État, par l'excès de réglementation, par l'excès de régulation, et donc à bientôt. Et donc elles amène à reposer finalement cette question de comment est-ce que l'on peut répondre à la crise, et la crise telle qu'elle est envisagée par le néolibéralisme, c'est une crise d'efficacité et d'efficience économique, et donc toutes les propositions vont aller dans ce sens-là. D'où des modifications très importantes, des modifications très importantes qui vont aller jusqu'à proposer des nouvelles formes de financement des associations, puisqu'on va sortir du système antérieur que j'appelais régulation tutélaire de subventions pour aller de plus en plus vers des appels d'offres, donc une modification des modalités de financement qui a quand même beaucoup d'influence, puisque l'idée c'est de remobiliser de la concurrence entre les acteurs associatifs pour faire que chacun soit, finalement, on sélectionne le plus efficace. Changement dans les modes de gestion aussi, puisqu'on va adopter dans les services publics et associatifs ce que l'on a appelé la nouvelle gestion publique, le New Public Management, qui va essayer de généraliser dans tous les secteurs d'activité, y compris ceux qui étaient auparavant protégés du marché, la santé, l'éducation, les services sociaux, mettre en place des outils qui sont censés mesurer l'efficacité et l'efficience de ces services, d'où le fait que les gens, aujourd'hui dans le travail social que je citais tout à l'heure, sont martyrisés par des formes de reporting incessantes où ils doivent justifier ce qu'ils font dans leur activité, jusqu'à aller dans les EHPAD, on l'a vu l'an dernier avec le scandale Orpea, à des gens qui doivent compter le nombre de pas qu'ils font pour qu'on surveille que leurs interventions sont bien efficaces. Donc les gens deviennent presque fous avec ça quand même. Et c'est une tension très très forte qui fait que à la fois les initiatives citoyennes émanant des mouvements sociaux, dont certaines se sont réclamées de l'économie solidaire, sont loin d'avoir disparu, mais en même temps tout ça est laminé aussi par les nouvelles formes de gouvernance qui se généralisent de plus en plus et qui sont issues de l'application finalement des préconisations néolibérales. Donc on est dans cette période de tension, mais cette période de tension, elle a aussi amené à ce que se consolide un ensemble un peu disparate, un peu hétérogène, mais que l'on appelle désormais économie sociale et solidaire, donc à la fois avec la tradition historique de l'économie sociale que j'évoquais, et puis des initiatives citoyennes plus récentes qui se sont auto-désignées pour un certain nombre d'entre elles comme économie solidaire. Donc en fait, la question qu'on peut se poser pour ouvrir le débat, c'est qu'est-ce que ça peut être dans le monde de demain que cette économie sociale et solidaire, Et là, je pense qu'il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. Il y a un scénario que je qualifierais d'abord de néolibéralisme de seconde génération. C'est-à-dire que, en fait,
depuis 2008, on a vu tout un ensemble de nouvelles argumentations qui font que le néolibéralisme n'est plus aujourd'hui uniquement le chantre de la concurrence généralisée, hein. Il s'est enrichi de tout un ensemble de propositions qui sont, par exemple, la responsabilité sociale de l'entreprise, qui sont la nouvelle philanthropie, qui sont les investissements à impact social. Hein. Donc, finalement, le projet qui mature là sous le nom d'économie sociale et solidaire parfois, c'est le projet qui a été théorisé par Muhammad Yunus, qu'il appelle le capitalisme à but social, hein, ou qui a été théorisé avec peut-être moins de brillant en France par Borello, qui appelle ça le capitalisme d'intérêt général. Mais vous voyez, là, ce premier scénario, c'est un scénario de dépolitisation de l'économie sociale et solidaire, hein, c'est-à-dire, finalement, ça ne serait que des formes d'entrepreneuriat social, de social business, de société à impact, de société à mission, qui finalement permettraient de compenser les problèmes générés par le capitalisme habituel par une nouvelle forme de capitalisme qui, elle, manifesterait une sensibilité au social, à l'environnement, qui permettrait finalement que, comme le dit Yunus, on n'est qu'une façon d'organiser l'activité économique, qui est la façon capitaliste parce qu'elle est efficace, hein, mais par contre, au sein du capitalisme, il y aurait des entités qui auraient plus de but social, qui pourraient trouver leur place et qui permettraient finalement de faire de ce capitalisme non pas une machine à exclure, mais finalement un système qui reste non questionné parce qu'il arrive à générer les solutions aux problèmes qu'il a engendrés. Ça, je pense qu'il y a un scénario de ce type-là qui est incontestablement en œuvre à travers le développement, alors surtout dans les pays anglo-saxons et en Asie, de toutes ces formes de social business, hein, mais on voit ça quand même aussi se répandre en France et dans d'autres continents. Donc ça, c'est le premier scénario, un scénario d'une économie sociale et solidaire qui devient, parce qu'elle se dépolitise, finalement une sorte de capitalisme à but social. Le deuxième scénario, c'est scénario en fait un peu de la continuité historique de l'économie sociale, hein, c'est-à-dire un scénario qui va faire qu'à côté de l'économie capitaliste, il va y avoir un secteur différent, hein, que ce secteur différent, il va être organisé principalement, si on prend les approches traditionnelles, à partir de coopératives et de mutuelles, hein, donc d'entreprises non capitalistes. Hein. Mais cette vision sectorielle, elle a un problème un peu constitutif, c'est qu'elle néglige le champ associatif, parce que ce qui est considéré comme étant le plus important, c'est vraiment ce qui a une forme entreprise. Et là, je pense qu'il y a un décalage entre la réalité et cette approche sectorielle, au sens où aujourd'hui, 80% des emplois et des activités de l'économie sociale et solidaire, ce sont des activités associatives. C'est-à-dire qu'en fait, 80% de ces 80%, c'est des femmes qui travaillent dans l'action sociale, si je vais trop vite là encore. Et donc, si vous voulez, dans la vision sectorielle qui est très axée historiquement sur coopératives et mutuelles, il y a un gouffre qui s'élargit de plus en plus entre la réalité sociologique de l'économie sociale et solidaire et les images que veulent en donner ces dirigeants, hein, parce que mais il y a tout un ensemble de problèmes qui ne sont pas véritablement prise en compte ou renouvelée. On reste sur l'idée d'une entreprise non capitaliste, mais finalement, on ne va pas plus loin que celle-ci. Or, est-ce que celle-ci est suffisante au regard des problèmes rencontrés aujourd'hui? Rien n'est moins sûr. Donc, je vais déboucher avec vous sur le troisième scénario, hein, qui est un peu plus... après, on y verra, voilà. Il est temps. Hein. Je pense que... le scénario qui peut être le scénario intéressant pour l'économie sociale et solidaire de demain, c'est un scénario d'une économie sociale et solidaire de transformation. Hein. C'est-à-dire pas simplement
un secteur de réparation du secteur principal est posé à côté de celui-ci, mais une capacité de transformation à partir de l'économie sociale et solidaire. Si on est dans cette optique-là, vous voyez que tendanciellement, ça va amener à moins considérer l'économie sociale et solidaire comme une somme d'entreprises non capitalistes et beaucoup plus à la considérer comme un vecteur de transition, en fait. Transition à la fois écologique et solidaire. Et c'est par rapport à ça qu'à ce moment-là, l'économie sociale et solidaire devient intéressante plus que par son poids sectoriel, en fait. Mais ça suppose du travail en interne de l'économie sociale et solidaire. Par exemple, je crois que ça suppose de sortir de cette facilité selon laquelle l'économie sociale et solidaire pense que parce qu'il y a le principe une personne, une voix, elle a une gouvernance démocratique. En fait, quand on regarde les choses, c'est pas parce qu'on a une personne, une voix qu'on est garanti de tout, comme tu le sais très bien. Ah oui. Et donc, je pense que les statuts de l'économie sociale sont une garantie, mais sont pas une assurance vie pour la démocratie. Et donc, je pense que c'est très important que des formes de démocratie délibérative et participative puissent être implantées dans le quotidien du travail, parce que s'il n'y a pas une différence, non seulement dans le statut, mais aussi dans le quotidien du travail, finalement, le risque, c'est qu'on connaisse ce phénomène récurrent dans l'histoire de l'économie sociale, c'est-à-dire ce que résumait très bien un coopérateur brésilien qui disait les coopératives voulaient changer le marché. En fait, c'est le marché qui a changé les coopératives. Et donc, il y a toujours ce risque de banalisation si effectivement on se donne un certificat de vertu parce que il y a un statut différent de la société capitaliste. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas aussi que ce soit complété par tout un ensemble d'expériences démocratiques? C'est en fait ça que l'on pourrait mettre en avant dans ce troisième scénario, c'est que les statuts sont une base solide, mais ces statuts sont une base solide pour aller dans le sens de ce que John Dewey appelle l'expérimentalisme démocratique, puisque pour lui, une démocratie vivante, c'est une démocratie dans laquelle on fait des expérimentations avec les personnes concernées, donc en l'occurrence avec les salariés, avec les usagers, et que c'est à partir de cela aussi que l'on peut avoir une capacité de changement qui soit confortée et qui soit pas entamée par la banalisation. Le deuxième point, c'est effectivement que cette économie sociale et solidaire de transformation, ça suppose qu'elle s'articule au territoire. Il faut quand même rappeler que dans l'organisation traditionnelle des associations, des coopératives et des mutuelles, l'enjeu territorial a été négligé, puisqu'en fait, il s'agissait surtout dans un pays aussi centralisé que la France, encore plus qu'ailleurs, de s'organiser par rapport à l'État, de se défendre. Mais aujourd'hui, on voit que ce qui peut être fait suppose aussi qu'il y ait de nouvelles alliances au niveau des territoires. Et ces alliances au niveau des territoires amènent probablement aussi à remettre en cause un peu ce découpage entre d'un côté l'économie que l'on avait héritée du 19e siècle et de l'autre côté le social. Moi, je dirais qu'on peut faire l'hypothèse, en tout cas l'examiner, selon lequel il n'y a pas d'un côté le social et l'économie aujourd'hui, mais il y a d'un côté l'économie internationalisée, c'est-à-dire qui a rompu tout rapport réel avec le territoire, puisque de toute façon, ce sont des formes économiques qui peuvent se déplacer un peu partout, en fonction des opportunités d'investissement et de retour sur cet investissement. Et puis à côté de ça, il y a des formes socio-économiques qui ont gardé un lien avec le territoire. Et ça, c'est pas seulement l'économie sociale et solidaire, de par ses statuts, justement. C'est aussi de l'artisanat, du commerce de proximité, de l'agriculture, et donc il y a de nouvelles alliances possibles au niveau des territoires.
je prends un exemple au hasard de ça, mais il y en a des milliers, hein, une grande association d'action sociale qui, dans un département, déchire le contrat qui le liait à Sodexo, hein, parce qu'elle avait plusieurs milliers de repas servis dans la restauration collective chaque jour, hein, et se rend compte que finalement, Sodexo, on est quand même en Bretagne dans cet exemple, fait venir le porc de Pologne, hein, alors que on se trouve dans une région productrice, hein, et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils remplacent finalement ces prestations externalisées par une société coopérative d'intérêt collectif, hein, dans lequel ils vont faire entrer à la fois les salariés qui préparent les repas, les usagers consommateurs qui viennent déjeuner dans cette cantine tous les jours, et puis auxquels ils vont aussi greffer des producteurs locaux, hein, qui vont s'engager dans des négociations avec cette coopérative pour fournir des denrées alimentaires, hein. Et donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que il y a des possibilités d'alliance sur les territoires, hein, qui sont aussi à intégrer dans une stratégie d'économie sociale et solidaire de transformation. Et ça suppose aussi cette stratégie d'économie sociale et solidaire de transformation, qu'il y ait beaucoup plus de solidarité en interne entre les composantes de l'économie sociale et les composantes de l'économie solidaire, parce que vu de près, c'est pas toujours non plus aussi évident que cela, hein, qu'il y ait véritablement des solidarités qui soient construites en interne. Et je pense que la crédibilité en externe est aussi très liée à cette capacité de bâtir des solidarités en interne. Donc voilà, il me semble qu'on est dans une période tendue, complexe, hein, que dans cette période, l'économie sociale et solidaire peut à la fois être utilisée comme un pansement d'un système inchangé ou comme un levier de transformation, hein. Ce que je crois, c'est que si on regarde les écrits historiques, hein, et je pense en particulier à La Grande Transformation, le livre de Karl Polanyi. En fait, qu'est-ce qu'il a montré, Karl Polanyi? C'est que quand nous sommes dans une société dans laquelle le marché va trop loin, la concurrence est trop poussée, la marchandisation est extrême, on rentre dans une zone de grand danger. Parce que le problème des années 30 qui se reproduit aujourd'hui, c'est que si les gens sont insécurisés par ce mouvement incessant du marché qui envahit de plus en plus de sphères de la vie, eh bien, ils risquent de se retourner vers des démagogues qui vont leur promettre la sécurité. Et donc, le récit des années 30, c'est-à-dire cette séduction fasciste, peut aujourd'hui se reproduire autrement comme une dérive autoritariste des régimes libéraux, hein, et je crois que de ce point de vue-là aussi, c'est pas négligeable l'enjeu de l'économie sociale et solidaire, et d'un enjeu de l'économie sociale et solidaire qui soit une possibilité de tester des transformations dont la société a besoin pour résoudre des problèmes qui ne pourront pas être résolus dans le cadre du système qui a dominé depuis le 19e siècle. Voilà, je vais m'arrêter pendant qu'il est encore temps. J'ai été long un peu, ouais. Oui, mais on savait que tu avais beaucoup de choses à dire aujourd'hui, donc nous ne sommes guère surpris. C'est peut-être le moment d'avoir un temps d'échange, de questionnement aujourd'hui par rapport à la perspective historique qu'il a lancée, par rapport au moment présent aussi. Oui. Vous avez la priorité, vous partez. Et à Sodexo, c'est vous, c'est qui a dénoncé le ça m'intéresse dans la restauration collective? Ah, c'est l'association qui a décidé d'arrêter. Qui a décidé d'arrêter? L'association. L'association, vous pouvez prendre contact avec eux là-dessus. L'association?
Non, c'est une association dans le Finistère qui emploie à peu près 1000 personnes et qui s'appelle Don Bosco et qui a décidé d'arrêter la convention, le contrat qu'il avait avec Sodexo pour faire une société coopérative d'intérêt collectif. Je vais poser une question sur Time for the Planet. Allez-y. Allez-y. Non, mais c'est vrai qu'on voit des nouvelles formes, des jeunes notamment qui s'impliquent dans, enfin, voilà, je pense à Time for the Planet, qui est quand même une initiative intéressante, mais dans laquelle ils disent dans leur manifeste, on ne remet pas en cause ni le fait qu'il y en a qui veulent faire de l'argent, ni le capitalisme, mais on a envie de trouver des solutions, et ils ont fait dans leur statut, voilà, je sais pas si vous les avez identifiés et où vous les situez, parce que c'est pas de l'ESS, mais... Je sais mal ce qu'ils font, moi. J'en ai entendu parler, mais de très loin, donc faudrait regarder de plus près. Ouais. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent lever des fonds pour financer des innovations scientifiques, notamment, qui vont permettre d'atténuer les dérèglements climatiques. Alors, ils sont un peu dans toute la croyance que la science peut sauver et peut réduire, en tout cas, l'impact du dérèglement climatique, et ils lèvent des fonds, ils veulent donner justement l'opportunité à des scientifiques de développer. Alors, voilà, c'est plutôt des innovations technologiques, mais ils ont, dans leur statut, par exemple, parce que c'est une entreprise classique, mais ils ont dit qu'ils ne redistribueraient pas les dividendes à moins que le changement, enfin l'augmentation du climat soit à zéro. Donc en fait, ils ont verrouillé par cette petite subtilité le fait que voilà, les gens investissent pour faire quelque chose collectivement. Oui, il faudrait vraiment regarder de près parce que il y a aussi, si vous voulez, moi je le vis par exemple au CNAM, il y a aussi une manière de se rassurer par la technophilie, quoi. C'est-à-dire le fait de dire, ben voilà, on va de toute façon trouver les techniques qui vont nous permettre de nous exonérer de notre dépendance à la Terre. Et c'est vrai que là, faut regarder de très près, quoi. Ouais. Oui, voilà, ouais, c'est tout à fait logique et bienvenu. Mais est-ce que le problème, c'est un peu ça qu'on traite dans un passage de la fabrique de l'émancipation, c'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit uniquement qu'il y ait des conversions individuelles et des gens de bonne volonté qui se donnent la main, hein? C'est-à-dire qu'il faut pas quand même se leurrer sur le fait que Total Energy, c'est un système de pouvoir, hein, et que s'il n'y avait pas aujourd'hui des associations qui se battent en Ouganda, eh ben, on serait victime de ce leurre que sont les codes déontologiques dont Total a toute la panoplie, les chartes éthiques, tous ces instruments qui nous laissent croire que le capitalisme a pris conscience des choses et veut maintenant se réformer. Or, dans la réalité des terrains, c'est pas si sûr que ça, hein. Quand on reprend un autre exemple récent, c'est-à-dire ce qui a été tenté avec Danone, c'est pas non plus évident, hein, que finalement le capitalisme structurellement puisse rentrer dans une autre dynamique que l'expansion sans fin, et qui puisse admettre qu'il y ait des clignotants qui lui indiquent ce qu'il ne faut pas dépasser. On est quand même, et là je pense qu'on le voit encore plus quand on est dans les sociétés du Sud, on est quand même dans un système qui n'a jamais connu de limite qu'il se soit fixé par lui-même et qui a toujours dû avoir des opposants extérieurs pour que des limites lui soient fixées, quoi. Donc ça pourrait, on pourrait continuer la discussion. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que la difficulté à penser les limites écologiques vient aussi de là. Oui, tout à fait. À partir du moment ouais. Bonsoir. On n'est pas habitué à des limites qui nous sont imposées. Ouais, voilà. On ne connaît même pas. Exactement. C'est tout à fait nouveau. Hein, c'est aussi un certain nombre de travaux comme ceux de Charbonnier ou d'autres, hein, de montrer que finalement, nous, on a pensé dans une société qui était une société sans limite et conditionnant la vertu à l'abondance, quoi. Quand on n'a plus ce socle existentiel, on sait plus bien faire, quoi. Et donc ça emmène plein de perturbations dans la façon qu'on avait de raisonner habituellement depuis quand même 2 siècles. Alors, il y a peut-être des questions, j'imagine, dans la salle. Des réactions. C'est pas toujours ça. Oui, allez-y. Oui, merci beaucoup pour votre intervention. En fait, moi j'avais une question qui concernait les crises, parce que vous avez parlé des crises au niveau historique, et je voulais savoir dans quelle mesure
le secteur de l'économie sociale, qui deviendra donc ensuite sociale et solidaire, a été un rempart ou une conséquence des crises? Alors oui, vous avez raison, c'est-à-dire que les cycles de l'économie sociale sont très liés à des crises. Hein, c'est dans les crises que généralement ils se renforcent. Hein, on peut prendre un exemple à cet égard, c'est les reprises d'entreprises en coopérative, par exemple, qui sont liées à des moments de crise et qui vont entraîner un développement quantitatif. Donc c'est vrai que il y a une temporalité de l'économie sociale qui est liée aux crises du capitalisme. Et après, ça renvoie à la question que j'ai essayé de poser pour finir, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit uniquement d'un pansement pendant la crise ou est-ce qu'il s'agit aussi d'une possibilité de faire émerger d'autres voies et des possibilités de transformation. On est toujours un peu entre les deux. Hein. C'est pour ça que je pense que on a du mal à avoir une réponse globale, quoi. Finalement, si on arrive à en savoir plus, comme on aurait pu commencer si on avait continué là, en regardant de près des expériences. Hein. C'est-à-dire que si on décrit une expérience dans son déroulement, là, on va voir si on est plutôt dans une optique réparatrice ou plutôt dans une optique transformatrice. Mais c'est très difficile de faire une réponse globale qui fait que l'économie sociale et solidaire a toujours du mal à être bien perçu, par exemple, par ceux qui voudraient changer plus, comme par ceux qui voudraient s'accommoder d'un simple aménagement du système existant. Donc elle est entre les deux, et elle cherche son identité entre les deux, et cette identité, elle a été fluctuante aussi dans l'histoire, plutôt d'un côté, solidarité démocratique, force de changement, ou plutôt aménagement d'un système non questionné, plutôt solidarité philanthropique. Donc c'est un peu constant dans l'histoire de l'économie sociale et solidaire. Finalement, ces ambiguïtés, est-ce qu'elle peut en sortir pour affirmer un véritable projet de société? Alors, par exemple, c'est vrai que la rencontre qui a eu l'an dernier, initiée par Économie sociale et solidaire France, qui s'appelait la République de l'économie sociale et solidaire, était plutôt une volonté de se revendiquer de cette capacité de transformation, hein, mais on voit bien que ce n'est pas évident pour l'ensemble des structures qui composent cette entité qui reste quand même hétérogène, qui est l'économie sociale et solidaire. Je me demandais où est-ce que vous situez le militantisme et l'activisme, on va dire aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il précède le faire, enfin, ouais. Ou est-ce qu'il va avec, ou comment ça... Là aussi, faut peut-être partir d'exemples. Hein. Là, on organise une autre session de la formation qu'on évoquait avec David tout à l'heure, qui est une formation, alors là, spécifique dans le champ artistique et culturel. Et en fait, ce qui est frappant, par exemple, dans le champ artistique et culturel, c'est que le nombre de bénévoles impliqués dans le monde artistique et culturel a été multiplié à peu près par 10 dans les 10 dernières années. Alors que parallèlement, dans l'action sociale, les gens n'arrêtent pas de se plaindre du fait qu'on ne trouve plus de bénévoles et que le bénévolat c'est fini. Hein, donc il y a des évolutions qui sont assez frappantes. Hein. Qu'est-ce qui explique, et on n'a pas la réponse forcément, qu'est-ce qui explique une telle attractivité de l'engagement dans certains champs, et qu'est-ce qui explique l'essoufflement du bénévolat dans d'autres champs? Mais en tout cas, si on veut faire un constat général, il n'y a jamais eu autant de gens engagés dans des démarches associatives de la société civile dans le monde qu'aujourd'hui. Ça, c'est une évolution planétaire, hein, c'est-à-dire que en Amérique du Sud, comme en Afrique, comme en Asie, comme en Amérique du Nord, comme en Europe, les chiffres sont tous de la même ampleur, c'est-à-dire il y a une progression de l'engagement civique, alors que par ailleurs, les pourcentages d'appartenance à des institutions politiques, religieuses,
voire syndicales, sont plutôt en tassement, voire en nette baisse. Hein. Donc, on n'est pas dans une société de l'individualisme triomphant, puisque les gens continuent à s'engager. Simplement, ils s'engagent pas pareil, hein, et ils s'engagent pas forcément pour les mêmes choses. Donc, ça doit plutôt nous rendre attentifs à ce qui se passe, sans qu'on donne forcément la clé et la réponse immédiatement. Hein. Mais il y a des évolutions qui peuvent apparaître d'une certaine façon comme contradictoires. Mais il n'y a pas, par exemple, un essoufflement général de l'engagement. Ça, non, c'est le contraire qui se passe au niveau global. Oui, mais en même temps, ça va avec l'évolution, c'est devenu un marché. Le bénévolat. Et il peut, tout est devenu un marché. C'est ça, c'est un maintenant, il y a des filières scolaires, économiques, sociales et solidaires, faites votre scope, faites votre... Non, de soutien scolaire, là, vous voulez dire, par exemple. Non, pas forcément. C'est bien d'avoir sur son CV bénévolat. Ah ben ça, moi, j'enseigne à Sciences Po, donc je peux vous dire que maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, le bénévolat est obligé d'être dans le curriculum vitae d'un étudiant qui sort de Sciences Po. Donc effectivement, ça a été intégré, si vous voulez, c'est ce qu'on pourrait dire en faisant une image un peu rugbystique, le cadrage débordement, quoi. C'est-à-dire que en fait, toute innovation, toute invention de la société est recadré par le capitalisme, hein, qui a quand même une capacité d'absorption et de digestion de la critique qui est assez phénoménale, hein, mais en même temps, est-ce qu'il arrive à internaliser définitivement la critique ou est-ce qu'il n'est pas lui-même à nouveau débordé par d'autres initiatives? Vous voyez, par exemple, je pense aux AMAP. Hein. Les AMAP, elles ont entraîné leur clone capitaliste qui s'appelait la ruche Kidiwi, hein, mais la ruche Kidiwi a elle-même été mise en difficulté avec l'apparition d'autres structures. Par contre, ce qui pose un problème majeur, c'est effectivement la manière dont aujourd'hui les pouvoirs publics sont un soutien au capitalisme prédateur. Ça, c'est un vrai problème. Parce que aujourd'hui, les fonds publics, ils ne vont pas aux initiatives citoyennes, ils vont au grand capital. Si je veux là aussi être trop schématique, mais c'est quand même de ça dont il s'agit. Il doit y avoir un rapport, je n'ai pas vérifié, on a parlé d'un rapport de la Cour des comptes, justement, où la Cour des comptes venait de pointer le fait que l'État dépensait trop d'argent pour les associations. Donc tout ce côté associatif, dont vous parlez, une possibilité sociale, l'État capitaliste, désormais c'est vraiment l'État capitaliste qui ne fait que soutenir les marchés financiers, en fait, et pas autre chose. Il est en train de pointer que oui, alors ça, choses sont trop chères. Oui, alors c'est l'un des combats à mener aujourd'hui, hein, c'est le combat contre la marchandisation des associations. Hein, donc là, il y a un observatoire citoyen de la marchandisation des associations qui vient d'être constitué par le collectif des associations citoyennes. Donc l'idée, c'est peu à peu de réunir une documentation sur les modalités de la marchandisation des associations et sur la limitation aussi des libertés associatives. Hein, donc là, il y a un observatoire des libertés associatives qui a été créé aussi il y a 4-5 ans pour essayer de documenter les atteintes aux libertés associatives, qui sont aujourd'hui assez importantes, en particulier avec le contrat d'engagement républicain, hein, puisque le contrat d'engagement républicain a amené l'expérience de Poitiers à ce que le préfet demande à la ville de retirer ses subventions parce que Alternativa, l'association visée, avait organisé des actions de sensibilisation à la désobéissance civile. Hein, donc, c'est vrai qu'il y a tout un tas d'inquiétudes. Hein, donc, là-dessus, on avait essayé de faire un travail collectif entre tout un ensemble de réseaux associatifs et des chercheurs qui s'appelle « Quel monde associatif demain ?» Et on avait fait ça sous 2 scénarios.
le scénario de l'effondrement ou de l'affaiblissement associatif, hein, et donc on a essayé de pointer finalement toutes les évolutions qui vont dans ce sens-là, hein, qui sont inquiétantes, hein, vous avez raison de le souligner, et en même temps, pour pas en rester là, de voir aussi quel pourrait être le scénario du renforcement, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'actions qui sont menées dans les associations et qui pourraient participer d'un renforcement de celles-ci. Mais ce renforcement, on le voit par exemple, la semaine prochaine va se constituer, je prends un exemple, hein, mais il y en a d'autres, le réseau des villes pour l'éducation populaire, hein, qui est un réseau de villes qui veulent retrouver une véritable politique en matière d'éducation populaire, alors qu'elles voient bien qu'elles ont été happées dans cette marchandisation générale et qu'y compris elles-mêmes, dans la manière dont elles financent et subventionnent les associations, elles sont dans cette optique de demander plus d'efficacité aux associations. Donc je pense qu'il y a des résistances, je pense qu'il y a contre le contrat d'engagement républicain, il y a un certain nombre de villes aussi qui procèdent plutôt par charte d'engagement réciproque entre les associations et les pouvoirs publics. Donc, tout ne va pas dans le même sens, mais vous avez raison, il y a quand même une tendance forte à cette marchandisation qui est favorisée par les pouvoirs publics. Par exemple, les pouvoirs publics, si vous lisez les textes sur les associations depuis 10 ans, vous vous rendez compte qu'on encourage les associations, puisqu'il n'y a plus d'argent public, à se tourner vers les mécènes et vers la philanthropie. Donc, c'est tout un modèle de société aussi, hein, c'est-à-dire, est-ce que les pouvoirs publics financent légitimement la solidarité démocratique parce que ça doit être indépendant, ou est-ce qu'au contraire, on va retomber dans une sorte de néo-philanthropie, hein, où ce seront les grands acteurs du privé, et Dieu sait s'il y a des richesses privées qui se sont constituées, hein, et ce sont eux qui vont finalement financer les associations. Hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, la fondation Bill et Melinda Gates a plus d'argent à investir dans la santé dans le monde que l'OMS, hein, que l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ça ne veut pas dire que Bill et Melinda Gates ne sont pas sincères, mais ça veut dire que c'est pas pareil d'avoir une plutocratie ou une démocratie. Des questions, réactions? En fait, ce qu'on va poser, c'est l'idée politique. C'est Pour mettre quelque part le mot politique entre économie sociale et solidaire. Oui, oui. C'était votre conclusion sur le troisième scénario. Oui, je pense qu'il faut mettre le mot politique parce qu'il a toujours été constitutif, c'est ce que j'ai essayé de dire, d'une économie sociale et solidaire réelle, pour moi, réelle entre guillemets, mais de transformation, et à condition qu'on considère que le politique, c'est pas le politicien, quoi. C'est-à-dire, c'est même pas la politique, c'est l'établissement des règles de vie de la cité et la tentative de créer des biens communs permettant la vie commune. C'est sûr que cette dimension politique au sens noble du terme, je pense qu'elle est constitutive. C'est un des problèmes de l'appellation d'ailleurs, parce qu'économie sociale et solidaire, ouais, voilà, se piège un peu dans l'économie. Il y a beaucoup d'associations. C'est vrai. Qui travaillent dans les associations auparavant. Elles ne se reconnaissent pas dans l'économie sociale et solidaire parce qu'elles disent nous, on n'est pas dans le secteur marchand. Bah ouais, on en discutait justement avec les associations d'éducation populaire. Elles ont l'impression que si elles rentraient dans l'économie sociale et solidaire, finalement, elles rentreraient en économie, elles trahiraient leur projet. Hein, donc là, il y a des problèmes aussi qui se posent en interne de quoi on se saisit, qu'est-ce qu'on refuse. Quand on parle d'économie sociale et solidaire, de quoi parle-t-on? Et surtout, comment on les structure en interne. Ouais. Ça fonctionne comme ça. On a des CRM scope, ça peut être marchand aussi. Voilà. Et après, à l'intérieur, il y a quand même une décision politique, un fonctionnement. Après, moi j'ai travaillé dans des coopératives, et grosso modo, ce qu'on disait sur les statuts, alors on disait statut n'est pas vertu, et on disait aussi que le statut c'est juste une déclaration d'intention. Donc
Oui. C'est juste ça. C'est facile. Les statuts à respecter, c'est plutôt relativement facile. Les faire vivre, Oui, c'est autre chose. c'est complètement autre chose. Ouais. Et innover à l'intérieur, c'est encore plus compliqué. Ça, c'est une vraie question, parce que comment on promeut quelque chose de nouveau, si en interne, on n'est pas capable d'établir des liens démocratiques entre eux. Ouais, mais il faut reconnaître aussi notre modestie à toutes et à tous dans ce domaine. C'est-à-dire que je crois que l'important, c'est qu'on tente des formes d'expérimentalisme démocratique, mais personne ne sait comment s'y prendre, en fait. C'est ça. Et donc, par contre, ce qui est important, c'est de mutualiser les expériences, de faire que celles-ci puissent exister, de les analyser, d'alterner des moments d'expérimentation et des moments d'évaluation par les gens eux-mêmes et non pas par des technocraties descendantes. Ça, oui. Oui, vous vouliez dire. Oui, c'est ce que je disais, c'était le fait d'être en réseau, en fait. Ouais. De confronter un petit peu ces points de vue. J'ai fait aussi des recherches sur les tiers-lieux l'année dernière. Oui, je me rappelle. Et c'est vrai que j'observe vraiment, moi c'était sur la participation des habitants à les tiers-lieux. Il y a des mouvances incroyables qui se mettent en place, où du coup c'est aussi des fois des auto-entrepreneurs, des gens qui veulent entreprendre dans un nouveau secteur. Ils se disent que vous prenez du bien plus haut que les gens autour. Mais du coup, voilà. Donc, c'est vrai que quand il y a des nouveaux acteurs, j'essaie de les mettre en relation avec des réseaux tiers-lieux qui existent et qui sont très intéressants. Et moi, c'est toujours ce qui m'a aidé dans ma pratique. Et même là, dans les manifestations actuelles, moi, je sais que ça me donne une force incroyable de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Parce qu'il y a beaucoup de discours comme ça aussi, qui a lâché prise, ou qui a, en fait, il y a énormément de luttes qui sont à différents niveaux. C'est important vraiment de sentir. C'est-à-dire qu'après, il y a la communication de l'État qui promeut le fait que les gens sont écrasés et pas mobilisés. En fait. Et ça, vous parliez tout à l'heure du secteur de la santé, des travailleurs sociaux qui n'en peuvent plus. La marchandisation de la santé, elle s'est vue à travers le vocabulaire. Une nouvelle langue qui est apparue depuis des années. Et j'ai l'impression que, je ne sais pas comment ça se retrouve aussi dans le SS. Les mots ont du poids, ont du sens. Et voilà. Non, mais ça, vous avez tout à fait raison. Moi, je me suis retrouvé dans des débats sur l'économie sociale et solidaire où je ne comprenais pas un mot, quoi, parce qu'il n'y avait que des mots en anglais. Dans la santé aussi, parfois c'est un peu affolant, oui, c'est vrai. Mais ce que vous avez raison de souligner, c'est que sur n'importe quel sujet, quand on s'intéresse à un territoire, on découvre qu'il y a des inventions dans tous les coins. Et ça, beaucoup plus qu'on ne peut jamais l'imaginer, quoi. Et donc, c'est vrai, c'est ça, c'est faire que cette invention, elle soit pas écrasée, elle soit pas réduite au silence, mais que justement, elle puisse être portée par une parole publique, elle puisse être échangée, elle puisse être mutualisée, elle puisse être confrontée, mais ça suppose d'abord que les gens se rendent compte que c'est très important de prendre une parole publique et de ne pas se laisser effectivement envahir soit par l'impuissance, soit par la résignation, soit par d'autres sentiments qui sont tout aussi négatifs. Et c'est sûr que le type de pression médiatique auquel on est soumis n'aide pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. J'avais justement besoin de là-dessus, on est dans une école de formation de journalisme, je pense qu'il y a effectivement un enjeu important dans les formations qu'on donne, dans la corporation des journalistes, dans le monde des médias, à pousser pour que justement il y ait un autre regard qui soit porté sur la réalité telle qu'on nous l'a décrite. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a un récit dominant, il y a une façon de raconter l'actualité, le vécu, ce qui se passe, qui est assez écrasant et qui donne peu de place, même si la place elle a beaucoup progressé. On va non plus voir tout en noir, mais il y a peu de place pour des récits alternatifs et dissonants. Alors, il y a des initiatives qui se sont mises en place, alors on en pense ce qu'on veut, on peut être très critique sur l'information solution, sur l'information positive, qui sont un début
pour raconter autre chose. Parfois, ça s'apparente aussi à une forme de media washing. On dit les bonnes nouvelles, mais après, on a le droit à son petit cahier central une fois par an, puis après, on reprend les affaires courantes comme d'habitude. Je pense qu'il y a un enjeu aussi, pour nous, école de formation en journalisme, à accompagner les futurs journalistes, à raconter autre chose. Mais il y a toute une génération de journalistes et de communicants aujourd'hui qui s'emparent de ces questions, qui ont envie de porter un autre récit. Mais c'est vrai que on est emporté souvent par la vague parce que le récit dominant, il est écrasant. On a peut-être aussi beaucoup de mal à constituer. Alors, il y a un récit dominant qui est plein de failles, mais qui est un récit. Je ne sais pas si dans l'économie sociale et solidaire, on est en capacité de faire un récit de la même puissance, avec les mêmes failles à la rigueur, mais j'ai l'impression que ce qui nous manque aussi, c'est un récit qui donnerait une forme de cohérence et peut-être emmènerait un petit peu plus les populations, alors qu'aujourd'hui, quand on parle de l'ESS, tu le disais bien Jean-Louis, on est sur, et je perçois toute l'importance des exemples et des expérimentations positives, mais en face, on nous dit, nous on a un modèle, on le déroule. Alors, on nous ment sur plein de choses, on occulte plein de réalités, mais n'empêche qu'il y a une forme de rouleau. On dit, mais regardez, là, au moins, c'est clair, on comprend, là, c'est un peu flou. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un enjeu là-dessus. Quel serait le grand récit un peu Oui. qui ferait que ça embarque au-delà des individus et des quartiers? Mais est-ce que ça peut se passer ailleurs qu'au niveau du quartier? Vous parlez du territoire, continue, on va dire, sa petite œuvre de transformation. Est-ce que pour vous, c'est incompatible avec quelque chose